Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder un petit peu les articles, dont tous les articles que j'ai lus cette année, qui, voilà, il peut être un peu plus intéressant des autres et que j'ai remarqué et que je voudrais partager avec vous, qui peut stimuler un peu plus, voilà, l'intérêt envers de l'argument qui est cet argument qui est l'insuffisance cardiaque de l'enfant terminal qui a besoin d'assistance. Bien sûr, j'ai pas de conflit d'intérêt avec tous les produits, tous les machines qu'ils ont dans la présentation, dans le PowerPoint. Alors, on part de premier principe en sachant que voilà, vous avez fait une longue discours avec mon collègue ce matin par rapport aux assistances de l'entouré à l'ECMO. Pourquoi on décide d'implanter un assistant, d'implanter un assistant chez un enfant? Bon, le modèle plus facile, c'est le modèle physiopathologique, c'est-à-dire on a une dysfonction surtout systolique du ventricule, une altération physiopathologique qui se met en place parce que le débit cardiaque il diminue, il se réduit. Il y a une tentative d'adaptation, après il y a une décompensation. Donc l'idée c'est qu'on assiste au moment qu'on n'arrive plus à mettre en place des mécanismes ces mécanismes. Ou il y a un modèle linéaire, c'est le modèle de la progression dans le temps de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire on essaye on a avec le modèle Intermax, le registre Intermax, identifié dans l'insuffisance cardiaque terminale à peu près 7 stades et de progression. Le septième, c'est le moins grave. Le premier, c'est le choc. Donc, souvent, le patient il a besoin d'être mis sous ECMO. On a essayé d'adapter le modèle aux enfants. En particulier, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, on parle aussi on peut corréler le modèle Intermax avec le modèle du choc. C'est-à-dire, il y a 5 phases du choc, A, B, C, D, E. On va comprendre quand on va assister effectivement. L'idéal, c'est d'assister avant que le choc soit dépassé. Donc, dans les premières 3, 4 classes du modèle Intermax. Mais encore plus, pour entrer encore plus dans l'argument, c'est pourquoi on assiste un enfant dans le sens, c'est quoi le projet? On assiste un enfant et un patient avec insuffisance cardiaque parce qu'on veut le transplanter, bah, c'est à peu près 3 quarts des cas, c'est la raison pour laquelle nous on l'implante. Surtout quand on veut assister un enfant, on assiste un enfant à long terme, parce qu'on pense qu'il va récupérer. C'est le cas, par exemple, surtout des myocardites, non, dont on parle un peu plus. Ou parce qu'on veut un petit peu les stabiliser, c'est le cas des assistances à court terme, et on veut prendre une décision. Voilà. Ou sinon, c'est une destination therapy, c'est le cas typique depuis quelques années, on en parle, par exemple, des dystrophies du Duchenne, où la défaillance cardiaque va beaucoup plus vite que la défaillance musculaire en disant, et donc on les assiste parce que on ne va pas les greffer, mais juste parce que comme ça, il peut faire le reste de la vie qui ont à vivre dans les meilleures conditions possibles. Et pour rentrer encore plus dans notre DU, c'est dans cette revue du 2025, on croise, on voit un petit peu les assistances sous les cardiopathies congénitales chez les enfants. C'est la base de données, c'est UNOS, donc c'est le network nord-américain. Euh, les gens, ils veulent comprendre, ça va le coup de les assister? Quel type de complications on a? Oui, ça va le coup. Voilà, la survie après greffe, si les patients sont assistés ou sont pas assistés, c'est superposable. Les patients qui sont assistés, bien sûr, vous regardez, ils meurent plus en liste d'attente parce qu'ils sont plus graves. Ils ont à peu près les mêmes complications. Donc, oui, ça vaut le coup de les assister. Mais en même temps, cette population de patients avec cardiopathie congénitale depuis la naissance, par exemple, qu'ils ont
qui ont été opérés plusieurs fois, ils commencent à vieillir. Ils commencent à vieillir, ça devient adulte. Alors, il faut qu'on fasse le point. Qu'est-ce qu'ils sont les résultats des assistances chez les cardiopathies congénitales qui vieillissent? Voilà, c'est un petit papier, c'est juste 11 malades, mais c'est très intéressant parce que il commence à sortir les éléments qui nous intéressent le plus. Pourquoi on les assiste? À quel stade? C'est stade D de, du choc, donc c'est juste avant de les mettre sous ECMO. Euh, c'est les patients qui sont plus graves se les font tant. Et les patients ils se compliquent comme tous les autres malades. Donc, probablement, il a besoin d'un vrai registre. Et on va regarder donc sous les cardiopathies congénitales dont vous entendez parler depuis toute cette année, les derniers mois dans le DU, quel type d'assistance? Alors, d'abord, l'insuffisance cardiaque chez les patients pédiatriques a une mortalité qui ne dépasse pas le 10%, mais ça commence à devenir significatif. Et surtout, la grosse partie de l'insuffisance cardiaque pédiatrique est associée aux cardiopathies congénitales. Et le survie, même si les patients sortent de l'hôpital, c'est plutôt élevé. Souvent est associé à des lésions résiduelles et c'est effectivement le trou dans la raquette. On n'arrive pas à stabiliser le malade avec le traitement pharmacologique, donc on doit l'assister. Les raisons, toujours les mêmes. Ça peut être bridge to decision, c'est-à-dire on l'assiste avec, par exemple, une assistance à court terme et on décide qu'est-ce qu'on peut faire. On va le greffer directement. C'est plus souvent aux États-Unis où il y a plus d'organes, ou parce qu'on pense qu'il va récupérer, ou, comme on a dit avant, destination thérapie. Les challenges sont surtout la physiologie, gérer la physiologie, par exemple, assister à un ventricule unique, comme est le cas dans les Fontans, et donc balancer le débit systémique et le débit pulmonaire. Les indications, c'est insuffisance cardiaque qui n'arrive pas à gérer avec le traitement médical. C'est très important, et ça on le voit dans ce papier, être proactive et donc le reconnaître, l'insuffisance cardiaque très très tôt, avant qu'il se mette en place une insuffisance multi-organe ou le choc. Et c'est important que le cardiologue ou le cardiopédiatre, en tout cas, ou le pédiatre qui suit ces malades, s'intéresse à son état nutritionnel, à son FTT, c'est le retard de croissance, s'il y a des problèmes respiratoires, s'il y a de l'édème, etc., etc. Et le challenge associé à surtout au ventricule unique ou les cardiopathies congénitales plus complexes, c'est comprendre bien le contexte dans lequel on bouge. Donc, quelles sont les dimensions des vaisseaux, du cœur, l'anatomie, l'hémodynamique à gérer, les comorbidités, si on peut récupérer, et le contexte dans lequel on va supporter l'enfant. Donc, il faut, comme on commence à dire depuis des années, assister de façon semi-élective, avant que le patient il a besoin d'être assisté au niveau respiratoire ou à une insuffisance rénale. Et on peut assister avec un ECMO, bien sûr, qui assiste complètement le malade. Ça peut être pour le périphérique, je ne rentre pas dans les détails, vous l'avez entendu, je pense, longuement ce matin. Mais on peut utiliser l'Impella. Pour l'Impella, moi je dis toujours, c'est surtout indiqué dans les centres où il y a une expertise adulte et il y a une expertise pédiatrique. Aujourd'hui, on parle même d'ECPella ou BIPELA, c'est-à-dire BIPELA, c'est assistance l'Impella droite et l'Impella gauche, ou de Impella social. On peut assister comment ce type de malade? Bon, on peut les assister de façon durable, long terme, avec des coupes qu'on peut implanter complètement, donc intracorporel ou paracorporel. Ça peut être pulsatile, le Bernard, ou continuous flow, ça veut dire Artmate 3 par exemple. En biventriculaire ou surtout gauche, c'est très rare d'assister qui est à droite, mais c'est possible. Selon les papiers, c'est pas plus de 2-3%. Et c'est important de les assister plus vite possible. Normalement,
intracorporel à débit continu, c'est surtout aujourd'hui l'ARTMET 3. On essaie de descendre, déjà ça fait quelques années, on ne descendait pas en dessous des 30. Maintenant, on commence à avoir des patients sur les 18-19 kilos. Le pulsatile, c'est le Berlinart qu'on utilise sur les patients, même sur le nouveau-né. Et le Total Art, encore, c'est sur des patients qui sont trop costauds, qui dépassent les 50 ou les 70 kilos. La mortalité des assistances sous les cardiopathie congénitales est plus élevée dans l'insuffisance cardiaque médicale. Et on les greffe un peu moins. Souvent, ils se compliquent. Ils se compliquent même un peu plus avec des événements indésirables associés aux assistances parce que ils ont des troubles, par exemple, de la coagulation, ils sont plus faibles, leur état déjà pré-implantation, normalement, il est mauvais. Et surtout, les trois facteurs qui sont plus associés sont la défaillance rénale, la défaillance respiratoire et la défaillance hépatique qui se manifeste avec l'hyperbilirubinée. Mais l'assistance en soi, il peut améliorer la condition du malade et le rendre greffable, qu'on peut transplanter. Normalement, ce qu'on retrouve sur les cardiopathies congénitales, et c'est la chose qu'on fait plus souvent, c'est l'assistance, c'est une défaillance biventriculaire. Dans certains cas, on peut assister à gauche, par exemple, poser un ECMO, sévérer l'ECMO, et voir si le ventricule droit suit. Mais plus souvent, c'était l'expérience, par exemple, de Marielle Long, on assiste à un biventriculaire. Celui-là qui est le vrai défi pour les centres qui font l'assistance long terme et qui greffent, c'est le ventricule droit systémique. C'est le cas du TGV congénitalement correct, c'est CTG-Hay, et parce que c'est au risque, c'est un challenge déjà pour le chirurgien. Souvent, il a besoin d'être touché aussi la valve atrioventriculaire. Et il y a des petites séries, donc il n'est pas possible effectivement de se rendre compte c'est quoi la meilleure stratégie. Pour le ventricule unique, le vrai problème qu'il peut poser, c'est la physiologie de Glenn. Mais normalement, par exemple, Fontane, on assiste de plus en plus et on greffe sans de gros soucis. Donc, l'approche doit être multidisciplinaire. Parfois, on a des patients adultes avec cardiopathie congénitale, on a des patients qui ont des conditions génétiques associées ou des problèmes, par exemple, hépatiques. Donc, c'est les pathologues, le cardiologue, le pédiatre, etc. C'est très important la gestion des anticoagulants. Quelque chose est changé après l'introduction de la bivalirudine, la surveillance surtout de l'antiagrégation dans les assistances, la prévention et le traitement précoce des infections, on verra bien après, optimiser l'état nutritionnel et le support de l'enfant et des familles. On assiste pourquoi on améliore la probabilité d'être candidaté, du patient d'être candidaté à l'assistance, on améliore sa qualité de vie, même si ça demande toujours une grosse expertise, surtout dans la gestion des patients qui restent assistés pour longtemps parce qu'il y a plus haut risque de certains types de complications. La population augmente de plus en plus et une des défis importants aussi, c'est à quel point on pourra descendre avec les assistances qu'on a déjà. Pour rentrer effectivement dans l'argument qui est un peu plus à la mode maintenant, assister les fontanes quand il y a une phénifontane. Fontane, c'est années 70. On a plus de 70 000 patients. À long terme, il se complique de toutes les complications qu'on connaît, de type droit, de type gauche, systémique, pulmonaire, etc. Il n'y a pas une grosse expérience encore, même si ça commence à devenir de plus en plus important, avec surtout l'expérience des Nord-Américaines qui partagent beaucoup leurs données. Il n'y a pas assez de donneurs, donc les assistances, ils ont pris de plus en plus un rôle important. Quand je parle de multidisciplinaire, je parle d'évaluation cardiopulmonaire, de imaging, l'électrophysiologie par exemple, les arythmologues, le cathétériseur, les spécialistes en maladies hépatiques et rénales, et la médecine moderne,
parfois on commence déjà à parler de intelligence artificielle pour supporter la décision aussi dans l'imaging, par exemple. Mais cette particularité du Fontaine, depuis, il y a un papier de 2022 qui est sorti, un papier nord-américain, qui commençait à parler de Fontaine signature. C'est-à-dire, mais existe vraiment une fontaine, chaque fontaine, c'est pas vraiment égal à une autre fontaine, ou c'est vraiment un modèle unique, chaque patient avec fontaine. Donc, quand on décide de assister une patiente qui est une fontaine, fait une fontaine, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, le care. Donc, cathétérisé. On a des collatérales? Oui. Les collatérales, tous les collatérales qu'on peut gérer et qu'on peut fermer, il faut les fermer. Il faut faire une conversion de fontaine, c'est-à-dire de passer d'une ancienne fontaine à une tube extracardiaque. C'est ça qui conseille tout le monde. Fenestration à fermer et corriger toutes les obstructions sur le tube, sur les anastomoses cavo-pulmonaires, le problème au niveau des valves et aussi encadrer un petit peu sur le plan respiratoire, c'est-à-dire les patients, il faut les optimiser. Il faut comprendre, par exemple, qu'ils ont une bronchite plastique, les gérer avec les pneumologues. Ça peut améliorer aussi la performance globale et les résultats de l'assistance. Il faut, c'est très important parce que, comme on verra après, le modèle unique, c'est un modèle dans lequel on peut avoir un ventricule qui marche bien, mais par exemple, qui a une fonction systolique qui est bonne, mais elle a une dysfonction diastolique. Il faut cathétériser l'enfant, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a, il faut immédiatement être très agressif parce qu'un problème de dysfonction diastolique gauche, ça peut entraîner une dysfonction dite droite, mais il n'y a pas de ventricule droit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, dans certains cas, il faut assister à droite et pas à gauche. On va voir. Et l'autre chose, souvent, ces ventricules, ils ont besoin, si on décide d'assister une fontaine, il faut les drainer, il faut les décomprimer. C'est-à-dire, il faut vraiment drainer correctement le ventricule systémique. Au niveau du foie, absolument, il faut l'encadrer correctement. Aujourd'hui, et je répète encore, Marianne Long, c'est l'exemple, on fait des greffes cœur, foie sous les fontaines, donc il faut les encadrer correctement et être très très précoce dans le diagnostic de fibrose parce que ça peut être une indication à assister le malade parce qu'il sont décrits en littérature des patients où on assiste le patient et il arrive à greffe-cœur avec un cœur qui sait la fonction hépatique qui s'est améliorée, on ne va pas le greffer de cœur, mais on va pas le greffer de foie, mais on le greffe que le cœur. Et sur le plan de la fonction rénale, c'est un peu plus facile à gérer, mais aussi il faut comprendre exactement qu'est-ce qu'on va faire. On va essayer de ne pas arriver dans l'insuffisance rénale chronique avec dialyse, mais c'est une indication en assistance plus précoce en insuffisance rénale. Sur les plans hématologiques, bien sûr, souvent, surtout les cardiopathies cyanogènes, ils ont beaucoup de soucis d'anticoagulation, à gérer l'anticoagulation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus un rôle de l'antiagrégation, de l'anticoagulation aussi avec le rivaroxaban. Et n'oubliez jamais qu'avoir une hémoglobine élevée, ça ne veut pas dire souvent d'avoir une quantité de fer suffisant, donc il faut souvent le restaurer. Le 3D modeling et virtual planning, c'est ce que je vous disais avant. Il faut avancer un peu sur ce type-là, sur ce sujet-là. Mais ça, c'est une des terrains d'études des centres qui font ce type, qui s'occupent d'assistance sous les enfants. Et ça, c'est dans ce papier, c'est un petit peu la description surtout des trois euh, des trois séries plus grosses qu'il y a d'assistance sur les fontans. C'est important que les patients, les cardiologues qui suivent
les cardiologues de ville puissent adresser précocement ce type de malades, parce que plus précocement on les adresse, c'est plus facile, c'est d'avoir des bons résultats. Et aujourd'hui, je pense qu'il vous en a parlé, mon collègue, l'assistance avec les nouvelles canules de Fontan qui permet d'assister euh, à droite et donc d'avoir un support sous-pulmonaire avec un débit aussi plus physiologique parce que c'est plus pulsatile. C'est un discours très, très intéressant. Donc, assister, c'est possible. Il faut le faire précocement. Le Fontan, c'est une sorte de, entre guillemets, maladie chronique. Donc, il faut s'en occuper de façon précoce et savoir quoi faire. Et probablement, le patient avec Fontan, ça sera une des choses sur lesquelles il faudra plus travailler, c'est un nouveau Total Artificial Art, qui permettra d'assister à la fois gauche, le sous-pulmonaire et le sous-aortique en même temps. Des trois séries, la plus intéressante, la plus grosse, c'est celui-là, bien sûr, des nord-américaines de Action Registry. Donc, il y a 106 malades. C'est souvent des malades qui sont assistés, ils sont plutôt dépendants des inotropes, pas toujours sous ECMO, mais en cas, oui. Presque 50%, plus de 40% sont déjà intubés, ventilés. Et c'est des assistances qui ont une mortalité de toute façon qui est autour du 20%. Et souvent, trois quarts, ils ont des complications, des événements indésirables liés à ça. Je vais citer juste quelques articles un peu plus anciens pour continuer à parler de Fanning-Fontan. Quand on parle de Fanning-Fontan, pour rappeler, je passe vite, mais pour qui est plus intéressé, j'aime bien partager ces articles parce qu'il fait comprendre pourquoi on est arrivé à l'assistance. Les causes de Fontan failure, c'est dysfonction systolique, dysfonction diastolique, problème anatomique, insuffisance lymphatique qui amène une entéropathie ou une bronchite plastique, les troubles du rythme et une grosse régurgitation de la valve atrioventriculaire. Il y a peu de données. La population de Fontaine est hétérogène. C'est un challenge chirurgical, demande une multidisciplinarité, surtout, comme vous pouvez voir dans cette radio, ce malade, il a besoin d'une vraie, des cardiologues interventionnels qui soient vraiment costauds parce qu'il faut stenter parfois le tube, il faut utiliser l'Impella. L'Impella, c'est surtout des cardiologues interventionnels qui vont le poser. Et les congénitalistes, ils doivent travailler parfois avec il faut qu'il y ait aussi des compétences sous les adultes. La première assistance, c'est du 2004. C'était une Fanning-Fontan où il y avait effectivement une thrombus d'une coronaire, donc insuffisance systolique du ventricule. Texas Children assiste le malade, il met une ancienne pompe de HeartMate qui était paracorporelle. Bon, de toute façon, c'était pneumatique, même, pardon, c'était implantable pneumatique, c'est des anciens modèles, mais il permet à ce malade d'être stabilisé et de pouvoir le mettre en liste de greffe parce que avant c'était pas possible de mettre en liste de greffe. Mais après ça, il y a des autres expériences. Par exemple, il y a René Prêtre à Genève qui assiste un ventricule qui avait une très bonne fonction systolique et diastolique, mais qui faisait une défaillance du système du montage du Fontan, et donc il démonte avec une pompe, il draine sous les veines caves et il pousse dans la circulation systémique. Deuxième cas, c'était 2020. C'est des patients qui, par exemple, ce patient, il avait une syndrome avec une entéropathie qui empêchait de le pouvoir mettre en liste et était complètement défaillante, mais qui a permis de le pouvoir candidater. Mais les assistants sont prévus, même les assistants long terme, s'il y a une défaillance du système de Fontan très très précoce. C'est rare, mais c'est décrit. C'est le cas, par exemple, de ce cas d'une fillette de 5 ans qui, après presque 2 ans, il vient assister à long terme, mais il stabilise, elle récupère complètement et il peut être greffé.
Donc, c'est une petite vue d'ensemble. On intègre toutes les compétences et on fait la meilleure assistance possible. Euh, on a parlé un petit peu d'infection. C'est un papier du 2025 qui est très intéressant parce que il recadre un petit peu les choses. Euh, c'est une revue où c'est un rappel sous, par exemple, les matériels qui sont très importants, les nouveaux matériels pour effectivement faire les pansements et tous les pistes qu'on peut suivre pour améliorer. Euh, la raison pour laquelle le patient s'infecte, c'est que plus longtemps reste l'assistance, plus le risque de s'infecter est élevé. On a fait des pompes de première, deuxième, troisième génération, on fait plein de choses, mais la disponibilité des organes reste à peu près la même dans les derniers presque 30 ans. Donc, les complications et l'incidence des complications est là. C'est dysfonction du ventre, sur les assistances gauche, dysfonction du ventricule droit, saignement, etc. Mais c'est surtout les infections. Il y a un papier du GHLT, donc Journal of Heart and Lung Transplantation, quelle année passée, ça fait 2 ans, 2024. Il a revu un petit peu, il a un petit peu réviser un petit peu comment classifier les infections dans les assistances. Donc, premier groupe, c'est uncomplicated et complicated. Dans les compliqués, il y a chaque type de patient, par exemple, le patient bactériémique, le patient avec une infection résistante, le patient avec une fungémie, l'abcès localisé, l'abcès étendu, une collection que fluide et aussi une description de l'imaging. Et dans tout ça, c'est aussi bien décrit comment, quel impact clinique il a. L'infection reste localisée ou pas. Euh, les canules de première génération, c'était des canules qui exposaient un peu plus au risque d'infection. C'était surtout du téflon qui sortait, il y avait du silicone dessus. Après, on essayait parfois, il y avait cette gaine de téflon, il y avait du dacron pour un petit peu permettre à l'enfant de réépithéliser. Bon, il y avait des micro-traumatismes. Le silicone, oui, réduisait, mais en fait, cette infection était, tous les patients étaient exposés vraiment à des autres risques d'infection. Euh, par les infections locales, les facteurs de risque, le mécanisme, c'était l'irritation, le traumatisme, la composition de la barrière cutanée et parfois tout ça, la promotion de l'invasivité de cette germe. Normalement, ce qui s'infectait, c'était pas les patients qui étaient dans les premiers 3 mois, c'est surtout entre 3 et 6 mois, surtout les patients qui avaient des comorbidités, les patients plus jeunes parce qu'ils restaient insistés plus longtemps étaient plus graves, et où il n'y avait pas une care, c'est-à-dire une attention aux patients, par exemple les patients qui extra-hospitaliers qui rentraient à la maison, une attention à la prévention des infections qui était plus importante. Surtout pour précocement, les infections, c'est à grand plus. Donc, les grands plus, ils font un biofilm, donc les antibiotiques, ils n'arrivent pas facilement. Facilement, il y a une voie hématogène qui est prise. Plus longtemps après, c'est surtout Enterococcus, les PIO. Parfois, il y a des infections, des fungémies qui ont une mortalité très élevée. Et mais finalement, après des années, on avait entendu parler un petit peu, on discutait entre nous, on peut parler, les germes restent à peu près les mêmes, même s'il y a plusieurs épisodes dans le même patient, ça veut dire qu'il y a une long-term colonization. Donc, comme on disait, le biofilm empêche de, de, de aux antibiotiques de pouvoir rentrer et de pouvoir effectivement gérer les infections, surtout associées aux colonisations. Si les pansements sont pas bien faits, s'il y a de la fibrine, etc., ça c'est des facteurs de risque qui peuvent favoriser les infections.
comme aussi une surface de la voie de sortie et du matériel, une porosité qui augmente, euh, euh, modification de la surface qui peut amener à avoir plus d'infections. Sur le plan diagnostique, la première chose, bien sûr, c'est la clinique. Donc, il faut comprendre déjà, il y a probablement une infection, mais il y a ou il n'y a pas de signes cliniques. Et à côté de ça, bien sûr, il faut voir s'il y a une diffusion hématogène, même si précoce, à chaque fois qu'on a une suspicion. C'est quoi l'imaging idéal? Ici, il n'est pas cité, mais moi, dans mon expérience, la PET, c'est un rôle important. Il faut différencier très bien entre colonisation et infection profonde. Donc, la clinique en première et comment monitorer la colonisation. Il faut faire comme par exemple les portages qu'on connaît, nasal, par exemple, quelle fréquence on va surveiller la colonisation et comment, par exemple, Berlinart conseille de lavage avec solution de Vanco, mais probablement il faut changer d'antibiotique par rapport au portage. Donc, pour la durée des antibiotiques, on va voir vite. La durée change par rapport à l'invasivité de l'infection. Et il faut travailler bien avec les chirurgiens et avoir des chirurgiens qui sont un peu plus sensibles, ce type, qui doivent participer et qui doivent s'intéresser aussi aux complications des assistances, en particulier aux infections, parfois parce qu'ils ont besoin un minima parfois d'intervenir et donc de nettoyer, pas d'enlever complètement, mais parfois de nettoyer en profondité. Il faut prendre le risque avec ce type de malade. Et l'autre chose que je conseille tout le temps, c'est surtout, par exemple, l'association des antibiotiques et l'autre chose, monitorer, surveiller la dosage plasmatique de la concentration plasmatique, par exemple, des antibiotiques, parce que, comme vous savez, le volume de distribution change. Donc, ça, c'est le modèle qui conseille de quelque manière par rapport au type d'infection. Et les solutions innovatives, c'est par exemple tout ce que de quelque manière est conseillé dernièrement. Donc, c'est le zinc, l'argent, le cuivre, dioxyde de titanium, des solutions avec antibiotiques, etc. On peut les combiner parfois, pourquoi pas, pour avoir des meilleurs résultats. Le gros challenge, c'est aussi le fait que parfois, ces types de malades, ils ont aussi des autres cathéter, par exemple, une infection de ce type peut peut être provoquée d'un cathéter de dialyse intraveineuse péritonéale, ou des cathéters tunnalisés, ou une néphrostomie. Et les conséquences, ça peut être très grave et aussi sur le plan économique, parce que une infection, ça demande beaucoup de jours en réa, beaucoup de dépenses pour les antibiotiques, et c'est très stressant au niveau psychologique aussi pour les familles et pour les malades. Donc, là où on doit travailler, c'est la réduction des infections parce qu'on n'arrive pas à les éliminer complètement, ça on le sait, et travailler sur des matériels et comprendre si la durabilité, la résistance de ce type de matériel, la cytotoxicité, et là, ces modèles ils doivent être validés au niveau clinique, mais il y a beaucoup de travail déjà en préclinique, c'est-à-dire in vitro et préclinical in vivo research, c'est important pour trouver des matériels qui soient compatible, multifonctionnel et complètement implantable. Euh, Quelques mots, par exemple, sur les patients qui on assiste, mais à qui on peut enlever l'assistance. C'est surtout des assistances gauche. Moi, j'ai jamais vu une assistance biventriculaire qui a récupéré dans ma carrière. C'est des malades surtout qui ont des myocardites. L'idée, c'est quoi? Je vous cite ce papier parce que c'est très bien écrit. C'est une petite cohorte, donc ce 64 malades qui rentrent dans les clous. C'est 4 malades qui sont récupérés, des malades qui ont été assistés dans certains cas 15-16 mois, mais qui ont eu des complications. L'idée, c'est de les assister et les voir s'améliorer. Donc, ils s'améliorent l'hémodynamique, s'améliorent l'écho, s'améliorent le rein, s'améliorent le foie.
Et donc, une assistance, on les assiste parce que le traitement médical est insuffisant. Dans certains cas, moins de 10%, on voit de cette cohorte, on voit l'amélioration, il y a un recovery du ventricule, de la fonction ventriculaire, c'est surtout de la myocardite par rapport à la cardiomyopathie dilatative. Une rôle, ça peut jouer c'est les cerclages résorbables parce que ça peut aider dans le weaning. Donc, ceci dit, il faut bien drainer ces ventricules, il faut mettre bien au repos ce type de ventricules, donc il faut les assister correctement, même si on pense que ça ne sera pas pour une longue durée. Et bridge to recovery est possible. Ce qu'on invite ce papier à la fin, c'est qu'il faut une grosse des études multicentriques. C'est ça qu'ils vont faire probablement les Nord-Américaines avec Action et UNOS, c'est-à-dire pour optimiser le type de malade, sélectionner les malades qui peuvent probablement récupérer et décider le type d'assistance, faire des protocoles partagés et améliorer le suivi. Par rapport à la possibilité de récupérer, c'est le cas, par exemple, quand on décide d'assister un malade qui a une insuffisance cardiaque terminale avec un impella. Bien sûr, on ne parle pas de nourrissons, on est bien loin. Normalement, c'est des patients qui ont quelques dizaines de kilos. C'est temporary circulatory support, ça veut dire qu'il peut effectivement récupérer, mais sinon, c'est un bridge qui permet de stabiliser le malade et donc de voir si ça s'améliore pas, si je peux l'assister avec une assistance à long terme ou pas. C'est possible, c'est toujours, comme je disais, c'est le groupe de nord-américaine. C'est un gros nombre de malades, plus de, c'est plus de 3000 malades. Et dans ce papier, on voit, si j'utilise l'impellat, comment j'arrive après la greffe. Le suivi après greffe, donc le pronostic, c'est pareil. Donc, ou j'utilise un impellat, ou j'utilise un VAD, une assistance long terme tout seul, c'est à peu près le même suivi. Impella, on l'utilise de plus en plus et ça a permis un petit peu de réduire d'implanter directement l'assistance à long terme. Le papier, il est petit, mais on peut voir, même si ça nous semble un peu différent par rapport à la mortalité, qu'au niveau statistique, même si un petit, c'est la population est restreinte, les résultats, ils sont positifs. Donc, l'impella, c'est une voie à poursuivre. Par rapport à les complications que je disais avant, on a vu les infections, mais c'est intéressant de voir on en est où avec les AVC. Cette revue voit les mécanismes liés, par exemple, hémocompatibilité, l'histoire de l'évolution du suivi par rapport au stroke et comment les prévenir. Au niveau de la physiopathe, les facteurs qui effectivement amènent, qui sont associés à les assistances, à avoir des AVC pendant assistance, c'est surtout des facteurs liés au patient, par exemple, c'est le type de cardiopathie génitale, c'est-à-dire les cardiopathies génitales par rapport à l'insuffisance cardiaque médicale, ils ont plus de stroke, surtout s'ils sont compliqués. S'il y a des anomalies avec shunt, droit-gauche qui permet d'avoir des embolies systémiques, le type de matériel, s'il y a du matériel de stent, de shunt, etc., il y a plus de probabilité d'avoir des formations de thrombus et donc d'emboles, des caillots. Et les cardiopathies cyanosiennes où il y a une hypercoagulabilité. Après, il y a des complications liées au device, au type de machine, c'est-à-dire plus grosse est la surface, plus il y a une turbulence, plus il y a une probabilité d'avoir ce type de problème. C'est plus difficile, par exemple, obtenir une anticoagulation ou s'il y a plus de fibrinolyse qui n'arrive pas à contrôler, il y a facilement ce type de problème.
Normalement, celui-là qui se complique le moins, c'est les intracorporels à débit continu, Artemis 3. Celui-là qui se complique le plus, c'est les assistances à court terme paracorporelles, c'est les pompes à courte durée par rapport, par exemple, au Bernard. Qui se compliquent plus que les intracorporels à débit continu, surtout parce qu'ils sont implantés sur les enfants et sur des patients plus graves par rapport au paracorporel à débit continu avec les pompes centrifuges. Par rapport à l'incidence, à peu près, il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire il y a un peu moins de stroke. C'est surtout des AVC ischémiques par rapport à l'hémorragique. L'hémorragie, c'est souvent secondaire. On a souvent, si on a des problèmes, on les a dans les premiers jours quand on a encore une état inflammatoire qui nous empêche un petit peu d'avoir ce type de problème. Ce qui a amélioré hein, une partie la probabilité d'avoir, le risque d'avoir ça, c'est l'introduction, par exemple, de la bivalirudine et la gestion médiane des complications liées au saignement. Euh, Par rapport à la chose importante sur le plan clinique, elle est détecter très très tôt, donc connaître bien comment les surveiller, avec quelle fréquence, et l'imaging. Sur l'imaging, bien sûr, l'idéal c'est de faire une IRM après, pour savoir l'état du malade déjà avant, faire les ETF sur les patients dont on peut les faire, mais c'est difficile de détecter les petites ischémies. Euh, et faire très attention surtout sur les malades qui ont été, ils ont eu beaucoup de complications péropératoires. Management, c'est un management clinique. Si on a une suspicion, il faut aller vite faire une neuroimaging, c'est surtout un scanner. S'il faut thromboliser, même si c'est à haut risque, il faut pas s'empêcher de le faire. Si on utilise l'héparine et on a un plan B qui nous permet d'être un peu plus stable, utiliser la bivalirudine, il faut le faire. Et parfois, il y a besoin de thrombectomie, même si les résultats sont discutables. C'est très difficile d'avoir le bon timing et avoir de bons résultats de thrombectomie cérébrale dans ce type de patient. Un aspect qui est bien développé, bien discuté de ce papier, c'est le traitement à long terme. Je me suis permis d'ajouter, je ne sais pas si mon collègue en a parlé, c'est le rôle je parle d'ECMO, c'est le seul papier dans lequel vraiment je parle d'ECMO. Euh, Vraiment. Et cette revue, c'est très intéressant, c'est 2026. C'est la société nord-américaine de organes artificiels implantables. C'est l'utilité de l'écho. Mais je veux souligner, c'est des vraies recommandations, c'est l'ELSO. Donc, il faut suivre, il faut lire, je vous dis pas connaître par cœur, mais il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait. Comme vous allez voir, l'écho c'est essentiel après pour comprendre effectivement le cœur, mais aussi savoir si on peut assister en veine artérielle et en veine veineux, mais aussi pour connaître le poumon, pourquoi pas. Guider correctement l'assistance, faire moins de rayonnement et par exemple sur les patients plus instables qu'on ne peut pas transporter, faire tout ça sous guide échographique ou transthoracique ou transesophagienne. On peut surveiller correctement et monitorer le cœur, le poumon et la position de la canule, les complications liées à la canule. Ça peut être d'aide pour gérer les complications comme l'hypoxémie sous ECMO, la tamponnade et les complications vasculaires. Et ça nous aide en faisant, il faut avoir vraiment des protocoles, savoir quand le poumon il a récupéré, quand le cœur il commence à récupérer. Il faut faire, c'est quelque chose qu'on peut faire au lit du malade plusieurs fois par jour, donc c'est très très utile parce qu'il permet de voir les changements dynamiques et pas que la valeur isolée de quelque chose. On en parlait un petit peu avant pour les strokes et sur les raisons pour lesquelles on assiste un malade. La réhabilitation sur les enfants qui sont assistés. On part de la définition. Réhabilitation, c'est récupérer une condition avant l'insuffisance cardiaque. S'il y a eu vraiment une condition dans laquelle le patient était plus stable et était bien. Euh, les éléments essentiels sont
possibilité d'avoir un exercice physique, de récupérer une activité physique par rapport à la capacité de chaque malade, l'alimentation, le support psychosocial et l'éducation par rapport aux traitements qui sont en cours et au cœur artificiel même. L'objectif, c'est essentiel parce que l'inactivité, c'est un signe d'insuffisance cardiaque avancée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on a un problème cardiaque et on n'arrive pas à bouger, probablement c'est le moment d'assister le malade. On assiste le malade et une fois qu'on assiste le malade, voilà, ça repart, on part avec un programme. Ça, c'est le programme de réadaptation de kiné qui est fait à l'hôpital de Philadelphie. Ce papier suggère aussi combien important, par exemple, gérer l'alimentation, le support psychosocial et quel est le timing pour commencer et organiser ce type d'activité, en sachant qu'il y a une phase aiguë qui commence pratiquement au moment de l'implantation, une phase intensive post-implantation si le patient il reste à l'hôpital, il sort de l'hôpital, et une phase de conditionnement qui sont tous et qui participent à l'amélioration du malade au moment de la greffe. Petit papier, c'est un case report, je me permets de le citer parce que c'est des nouvelles pompes Excor Med, Duocor, c'est des nouvelles pompes de troisième génération, donc c'est des bivades qui ont été implantées par un groupe chinois qui a permis d'implanter sur un malade qui n'était pas possible de mettre en liste de greffe, qui était sous ECMO. Pas permettre une liste de greffe parce qu'il y avait beaucoup d'anticorps anti-HLA. C'est reporter la technique, c'est une technique sous COC, etc., cardioplégie. Ça, c'est des petites suggestions sous le plan technique. Ça, c'est surtout qui intéresse beaucoup les chirurgiens. Ça, c'est un petit peu les photos. Il y a aussi une vidéo. Le device, il semble plutôt intéressant. C'est petit, probablement on pourra descendre, comme vous voyez, jusqu'à 0,5, entre 0,5 et 1,2 mètres carrés. Donc, ça commence à devenir un compétiteur important par rapport à l'Artemis 3 et, et même au Jarvik, qui est désormais été, voilà, on a un petit peu abandonné. Euh, je me permets juste de rappeler ce papier, c'est intéressant. C'est vrai que ça colle plus avec les infections. C'est un case report sur lequel est utilisé une technique qui est utilisée chez les adultes, c'est-à-dire c'est le plasma froid, le traitement au plasma désinfection localisée qui permet d'éliminer complètement les infections cutanées liées au site de sortie du driveline d'une ou des canules. Ça, c'était un fronton qui avait un Berliner Texcore qui s'est infecté. Le traitement prolongé avec d'autres traitements classiques 125 jours a été un échec, donc il vient assister, on utilise ce type de technique associé à des autres à Juncker, les Anglais, donc à Cassel, Mepilex avec l'argent. Les patients s'améliorent, et il permet de contrôler complètement l'assistance. Ça, c'est les canules dont je vous avais cité. Effectivement, vous voyez de 7e jour au 98e jour, le patient s'améliore et le patient il peut être géré, après il peut être greffé. Associé aux infections, ce petit papier, c'est le groupe du Bambino Gesù de Rome, et je me permets de citer ma copine Dr. Giorni, c'est expert, vraiment un grand expert de, de, d'hémostase et d'anticoagulation sous les assistances. C'est un petit papier qui montre effectivement qu'il y a eu un changement vraiment un changement de paradigme vis-à-vis de la gestion, de management des assistances, déjà en ECMO, mais aussi des assistances sur long terme. Ça a changé la donne. La bivalirudine, effectivement, il semble vraiment changer la donne. Euh,
Comme vous voyez, ça c'est juste pour rappel, pour juste aider tout le monde à se rappeler où il agissait la bivalirudine par rapport à l'héparine. Je cite une des grands patrons des gens qui a plus contribué à développer le management de l'hémostase sous les enfants et en particulier sous les assistances, qui est Patricia Massicotte, qui est intéressé. Il peut cliquer sur ça quand vous allez, quand je partagerai le PDF. Bon, la population, c'est pas une grande population, c'est 43 malades, mais la différence est nette. Il y a moins de thrombose, euh, c'est plus facile à attendre immédiatement le niveau désiré d'anticoagulation avec la bivalirudine, et donc il y a besoin de moins d'ajustements, et quand on ajuste le dosage, le niveau il attend plus facilement, donc il faut l'utiliser. Euh, à propos de ça, de gaps qui sont en train, qui ont besoin d'être probablement d'être encore, de trous qui ont besoin d'être comblés, je me permets de partager ce papier parce que ils nous disent pour qui est vraiment intéressé aux assistances, on en est où ils sont les difficultés, où on doit travailler. C'est pas un papier clinique, mais ça permet pour qui vraiment il va s'occuper, aimerait s'occuper d'assistance euh, ventriculaire à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire. Il explique comment il travaille le network action. La collaboration, ça permet de partager l'expérience, de faire des études qui permettent d'avoir beaucoup de malades, de partager les expériences, et donc effectivement ça au long terme, on le voit dans la vie de tous les jours, ça permet d'améliorer la façon de décider sur le type d'assistance à faire, ou comment gérer les complications, améliorer effectivement le résultat. C'est typique l'exemple de Fontane, par exemple, ou l'expérience de la bivalirudine, etc. Ça permet absolument d'améliorer le support, par exemple, psycho, le support nutritionnel, etc. Ça vient surtout de ce type d'expérience. Et enfin, moi, chaque année, je partage un papier, qui c'est un papier qui parle des assistances chez tous les malades, pas que les adultes. Moi, je partage parce que c'est surtout open source. Ce papier, c'est intéressant parce qu'il parle de tous les types d'assistance, de toutes les raisons pour lesquelles on assiste, assistance temporaire, assistance et le contexte clinique dans lequel on décide d'assister, et les assistances aussi à long terme. Donc, c'est qu'on fait à peu près maintenant. Euh, on assiste toujours pour le choc, on assiste aussi pour l'insuffisance cardiaque avancée, et ce papier un petit peu, il fait un peu le point, c'est un papier un peu long mais très intéressant. Il permet de comprendre pourquoi un patient l'assiste, par exemple, qui est à gauche par rapport à droite, pourquoi, ça c'est surtout le cas des adultes, qu'est-ce qu'il permet de faire, de changer un patient qui n'est pas candidaté parce qu'il y a une hypertension pulmonaire. Si on l'assiste, ça peut changer les résistances pulmonaires, remodeler un petit peu la, au niveau vasculaire pulmonaire, et permet de le candidater pas par une greffe-cœur poumon, mais qu'un greffe-cœur, etc. Donc, l'impact qu'ils ont les assistances à long terme et temporaire sur le suivi du malade, et et l'expérience qu'ils ont, par exemple, les Nord-Américaines, Eurotransplant, l'expérience de l'Espagne, etc. Tout ça, il faut se référer un petit peu aux gros centres, aux grosses expériences des autres quand on veut mettre en place un centre où on fait l'assistance à long terme, et il faut pas se baser que sous sa seule petite expérience. Il faut partager et demander aux experts aussi. Donc, voilà. Euh, c'est ça que je voudrais vous dire. Et avec ce type de modèle de partage, etc., on est arrivé à
une assistance qui est plus facile à faire, plus facile à mettre en place et que maintenant c'est une colonne euh, absolument pour la gestion de l'insuffisance cardiaque avancée. Merci à tout le monde.